Euh, donc on était sur grand 4, c'est ça? Sur les ions. Ah, grand 5. Donc je vous rappelle l'idée, hein. Ce qui est vraiment fondamental, c'est la règle de l'octet. Règle de l'octet qui vous dit que les atomes doivent se débrouiller pour avoir une couche périphérique complète, c'est-à-dire en général avec 8 électrons. C'est pour ça qu'on parle de règle de l'octet, parce que octet en latin, enfin en gros en latin, ça veut dire 8. Donc 8 électrons. Le en général veut dire qu'il y a quelques cas particuliers, et les cas particuliers correspondent en fait aux atomes du début du tableau périodique, dont la couche périphérique n'est pas la couche K. Et la couche K, comme de toute manière, elle est complète avec 2 électrons, c'est sûr qu'on n'en mettra pas 8. Donc voilà, ça c'est l'objectif. La première idée, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est de dire que si jamais je dois compléter ma couche périphérique, ça veut dire que je dois récupérer des électrons sur d'autres atomes. C'est ce qu'on va appeler des ions. Et je parle des ions parce que si forcément je récupère des électrons sur un autre atome, bah cet autre atome, il les perd. Donc à l'arrivée, le nombre d'électrons et le nombre de protons est devenu différent, et donc mes ions ont une charge électrique. Il y a les anions qui ont une charge électrique négative parce qu'ils ont gagné des électrons. Et puis il y a les cations qui ont une charge électrique positive parce qu'ils ont perdu des électrons. Et le lien entre la charge électrique et le fait de gagner des électrons et de perdre des électrons, c'est de se souvenir que l'électron est une particule chargée positivement et que les protons, pardon, négativement, et que les protons sont une particule chargée positivement. Et donc, on en était, si j'ai bien vu, mais je ne suis pas tout à fait sûr, sur le symbole d'un ion, où je ne l'avais pas fait écrire. On avait fini avec les propriétés qu'on peut gagner ou perdre 3 électrons maximum. Ouais, c'est ça. Donc, dernière chose, comment on va représenter les ions? Donc, deuxième propriété après le nombre maximum d'électrons échangés. C'est bon, tout le monde y est? Le symbole d'un ion, ah, on l'a déjà écrit, d'accord. On va le regarder. Donc, on l'a écrit, et puis quand je vois, en fait, on a déjà fait le calcul. Pour les ions Na+, et pour les ions F-. Quand je vois le cahier de votre camarade, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait. Donc oui, c'est bon ou pas? Donc je vous rappelle le principe. J'avais travaillé avec l'atome de fluor, qui était devenu l'ion fluor en gagnant un électron, c'est-à-dire que le nombre d'électrons était égal à 9 plus celui qu'il a gagné, ça veut dire 10. Et comme les électrons sont chargés négativement, ça fait 10 charges négatives. Le nombre de protons qu'il y avait dans le noyau, lui, c'était 9 et ça ne changeait pas parce qu'on n'a pas touché au noyau. Ce qui faisait que la balance entre les charges positives et les charges négatives, bah, ça disait que quand je fais 10 moins et 9 plus, ça fait 1 moins. Et donc le symbole de l'ion, c'est le symbole de l'atome avec en haut et à droite la charge électrique. Théoriquement, sous cette forme-là. Je dis théoriquement pourquoi? Parce qu'en chimie, c'est quelque chose qu'on va revoir plusieurs fois. Jusqu'à présent, ce n'était pas la peine, mais le chiffre 1, en général, on ne l'écrit pas. On ne l'écrit pas pourquoi? Parce qu'on suppose qu'à partir du moment où on écrit quelque chose, c'est qu'on en a au moins un exemplaire. Donc quand on écrit F-, c'est qu'il y a une charge négative au moins. Si j'en ai 2 ou 3, à ce moment-là, je mettrai un chiffre 2 ou un chiffre 3. Mais le chiffre 1, on ne l'écrit pas. Ce qui fait que le symbole de l'ion, c'est F-. Et puis pour l'ion sodium, on a vu la même chose. C'est-à-dire que le nombre d'électrons, c'était égal à 11
mais le fluor lui a pris un électron, et donc du coup de 11, il est passé à 10, ce qui fait des charges négatives. Par contre, le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, il était à 11 et il reste à 11. Ce qui fait que pour mon atome de sodium, qui a perdu son électron, c'est devenu un ion sodium avec 10 charges négatives et 11 charges positives. Donc quand je fais la somme des deux, ça me fait un plus. Ce qui fait que l'ion, sodium, bah, c'est l'atome de sodium avec en haut à droite sa charge électrique, avec la même remarque ici, quand j'ai un électron perdu, je ne l'écris pas, ça me fait la plus. Ça, c'est ce que je vous avais présenté comme étant la méthode mathématique. Je vous rappelle ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que dans une application, je ne vous demande pas de me montrer comment vous avez trouvé la charge, je vous demande simplement de me donner le symbole de l'ion. Or là, à mon sens, à moi, hein, mais ce n'est pas une obligation, il y a quand même plus simple. Il y a quand même plus simple, pourquoi? Bah, si on a bien compris que l'ion est chargé parce qu'il a gagné un électron, que si on a bien mémorisé que l'électron il est chargé négativement, bah, ce que je mets ici, c'est le nombre d'électrons. J'ai gagné un électron, ça me ferait un moins. Je gagne 2 électrons, ça me fait 2 moins. Je gagne 3 électrons, ça me fait 3 moins. Et de la même manière, ici, si je perds un électron, bah, ça veut dire que j'ai perdu une charge négative. Donc je deviens chargé positivement. Donc ça fait un plus. Si je perds 2 électrons, j'aurai 2 charges positives de plus, etc. Donc soit vous jouez sur le côté un peu maths, qui est simple à faire, et puis ensuite vous avez vos résultats, soit vous jouez sur le côté, je sais pas, un peu raisonnement, un peu littéraire, je sais pas trop comment dire, et vous comptez les électrons qu'on gagne ou les électrons qu'on perd, et on arrive bien sûr de toute manière au même résultat. Vous choisissez votre méthode. Ce genre de bricolage-là, si vous tenez à le faire, parce que quelque part ça vous rassure et tout, ça pose aucun problème. Si vous le mettez dans votre copie, vous avez tout à fait le droit. Si vous préférez ne pas le mettre dans le copie parce que vous le faites au brouillon, bah, vous ne le mettez pas dans votre copie. Vraiment là-dessus, ce que je veux moi finalement quelque part, à la fin, c'est le symbole de l'ion. Jusque-là, des questions? Ça va, c'est bien clair pour tout le monde? Alors, si. Quand vous avez plusieurs charges, bah, imaginons par exemple l'atome d'aluminium qui devient l'ion aluminium Al3+. Vous avez deux manières de l'écrire. Soit vous le faites Al3+, soit vous le mettez Al avec 3+. C'est clair dans ce que je raconte là? L'idée c'est ça, c'est soit vous m'écrivez ceci, Al 3+, soit vous m'écrivez ceci, Al 3+. Bon, l'écart entre les deux est minime. Moi, je préfère ça parce que c'est plus court, mais c'est vraiment pas grand-chose. Pardon? Non, une question? La dernière bouteille, oui. Il y a des moins quand vous rajoutez des électrons, parce que l'électron est négatif. Donc plus je rajoute d'électrons, plus c'est négatif. Ah, attention, c'est pas qu'on veuille aller à 10, il se trouve que ces deux atomes-là, enfin ces deux ions, vont avoir comme couche périphérique la couche L. Et donc comme ils vont avoir comme couche périphérique la couche L, ça veut dire que la couche K est pleine et la couche L est pleine, et effectivement à ce moment-là, ça m'amène tous les deux à 10 électrons. Mais par contre, si je prends un ion plus gros, je ne sais pas moi, l'ion chlore par exemple, ce ne sera pas 10 électrons, mais 18. Si je prends l'ion or, même si ça est tout à fait hors programme, ce ne sera pas 18 électrons, l'or c'est 79, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ça me fera un ion or, donc l'or c'est 2+, donc ce sera avec 77 électrons. Donc là, vraiment, le nombre d'électrons dépend de votre atome. D'autres questions? Vous me notez ces deux manières d'écrire les charges quand vous avez plusieurs charges. Et j'insiste sur le fait, pour que ce soit bien clair, c'est 3+, c'est pas +3. Si vous mettez +3,
ça veut dire que vous aurez faux à votre réponse. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je vais vous demander comme type d'exercice? Application. On étudie l'atome de soufre. On étudie l'atome de soufre. Je vous ai mis le symbole ici, S1632. Premièrement, donner la composition de l'atome de soufre. Donc on étudie l'atome de soufre, S1632. Première question, donner la composition de l'atome de soufre. Deuxième question, représenter la structure électronique. Représenter la structure électronique de cet atome. Représenter la structure électronique de cet atome. Et enfin, troisième question, quel ion l'atome de soufre peut-il former? Quel ion l'atome de soufre peut-il former? Écrivez son symbole. Quel ion l'atome de soufre peut-il former? Écrivez son symbole. Allez-y. Donnez la structure électronique. Représentez la structure électronique de cet atome. Et alors, après derrière, on peut c'est-à-dire que ce sera un ion chargé négativement s'il gagne des électrons. Et il gagnera il devra gagner des électrons en fonction de sa structure périphérique. C'est-à-dire que si sa structure périphérique, il y a 5, 6, 7 électrons, à ce moment-là, il faut qu'il gagne des électrons pour le gagner. Si sa structure périphérique a 1, 2, 3 électrons, ça veut dire qu'il va devoir le gagner. Donc c'est pour ça que dans les applications que vous donnez, il y aura toujours ces trois questions-là. Je vous demanderai toujours la composition de l'atome pour savoir combien d'électrons. Ensuite, je vous demanderai toujours de dessiner l'atome. Et en fonction de ce que vous obtenez dans le dessin de l'atome, là, je saurai s'il faut ajouter des électrons ou non. Donc je saurai si j'ai un ion négatif, ou positif, ou positif.
la question a une forme compliquée de représenter la structure électronique. C'est pas plus simple si vous disiez dessiner l'atome. Et sauf que dessiner l'atome, ça fait pas très simple. Voilà, donc, voilà, on est d'accord. Et on est d'accord. Il reste plus qu'à maintenant. Alors, il y a deux choses. Là, vous avez le calcul. Il reste à me dire. Donc, voilà. Un petit peu aussi de loyer de électrons. Ça, vous m'avez écrit. Et puis, représenter ce symbole. En mettant le 2 moins en haut à droite. Par contre, là, vous mettez, voilà, non et non. Donc, en fait, vous retrouvez la fin de la question. Je note dans une phrase que la somme de chiffres, le lot des électrons, et quelque chose. Maintenant, je vais dire que pour obéir à la règle de Newton, la somme de chiffres, allez, je corrige. Première question, la composition de l'atome de soufre. Donc là, ça fait un petit moment qu'on fait ça. J'aimerais que ça devienne un automatisme. Un nombre de masse à 32, un numéro atomique à 16, le nombre de protons est égal au numéro atomique, c'est-à-dire 16, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, c'est le numéro atomique, c'est 16, et le nombre de neutrons, j'applique la relation A moins Z, 32 moins 16, ça fait 16 aussi. Vous avez comme ça une petite dizaine d'atomes qui ont autant de protons que de neutrons que d'électrons. Donc voilà, comme je disais à une de vos camarades, il n'y a pas besoin de mettre la petite formule, j'applique la relation ni quoi que ce soit. Ici, on met les formules directement et ça nous donne ceci. Pour la deuxième question, ce qui m'intéresse, c'est ça. Structure électronique, j'ai 16 électrons à placer. Là aussi, 16 électrons, ce que je vous demande, c'est de dessiner l'atome, mais je vous l'ai dit, sans justification. Donc finalement, sur cette deuxième question, j'ai juste besoin de votre dessin. Donc le noyau, la couche K avec ses deux électrons sous forme de doublé, la couche L, dont je sais par avance qu'elle va être complète, parce que la couche L, je mets 8 électrons, et j'en ai encore 14 à mettre. J'en ai 16 à mettre, j'en ai déjà mis 2, il m'en reste 14. Donc c'est clair que les 8 qui sont ici, je vais les mettre, vous vous rappelez, les 4 premiers célibataires, les 4 suivants, qui viennent faire les doublés. Et puis, j'ai fait 10 électrons, j'en avais 16 à mettre, il m'en reste 6. Et vous vous rappelez que donc, ma couche M va pouvoir contenir les 6 électrons, ça devient la couche périphérique, donc elle bloque à 8. Et donc dans le cas qui est ici, c'est comme pour la couche L finalement, je mets mes 4 premiers électrons célibataires, il me reste encore 2 électrons à placer qui vont faire les doublés ici. Donc ma couche périphérique, si je prends les choses basiques, contient 6 électrons, c'est-à-dire 2 célibataires et 2 doublés. Oui. Oui. Pour reprendre notre petit travail de tableau périodique, tout cela. Donc vous voyez, en fait, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 7. Quand je dis qu'il y en a 7, il y a les 6 ici, mais vous vous rappelez que dans le tableau périodique, je vous ai mis l'organisme. Donc vous avez juste 7 atomes sur les 118, finalement, qui sont complets, et comme ils sont complets, bah, ces 7-là, on est sûr au moins d'un truc, c'est qu'ils ne réagiront pas. Donc, on a ceci. D'autres questions sur cette partie-là? Clairement, ici, pour que ma couche périphérique soit complète, il manque un électron ici,
et il manque un électron ici, puisque la couche périphérique est complète, ici avec 8 électrons. Donc il me manque deux électrons. Et donc ça, je vais le dire tout simplement en écrivant qu'il manque 2 électrons à l'atome de soufre et en écrivant pourquoi il manque 2 électrons. C'est-à-dire à cause de cette règle de l'octet qui me dit qu'il faut 8 électrons. Donc, en résumant au plus court, en étant bien d'accord que je vais mettre une phrase, mais que vous n'êtes pas obligé de mettre la même phrase. Moi, ce que j'écris, c'est pour obéir à la règle de l'octet, l'atome de soufre doit gagner 2 électrons. Voilà. Au niveau de la phrase, vous mettez, je dis, la phrase comme vous souhaitez. Il y a 2 choses que vous devez mettre, quelle que soit la forme de votre phrase. Il y a obéir à la règle de l'octet, parce que ça, c'est le théorème du cours, c'est ma relation. Et il y a gagner 2 électrons. Vous mettez les 2 choses comme vous le souhaitez. Et donc après, le symbole de cet ion, soufre, première remarque, première chose, mon atome de soufre doit gagner 2 électrons. Comme les électrons sont chargés négativement, l'atome de soufre doit gagner 2 charges négatives. Voilà. Donc, il formera l'ion S2-. Puisque je gagne 2 électrons, je gagne 2 charges négatives, ça fait S2-. Et puis ensuite, alors, je termine, puis je vous donne la parole après. Deuxième possibilité, vous faites le calcul. Je vais le faire juste après. Monsieur Comte. Ah oui. Vous avez, alors, l'ion fluor qu'on a vu tout à l'heure devient l'ion fluorure. L'ion chlore, l'ion chlorure, enfin, il y a quelques petits changements de nom. Ce n'est pas des choses que vous avez à savoir par cœur. L'ion soufre, ça reste... Alors, l'ion soufre, ça reste l'ion soufre, mais c'est vrai que parfois on utilise aussi le terme sulfure. Parce que quand on met l'ion soufre avec un autre ion, à ce moment-là, on remplace le mot soufre par sulfure. C'est l'ion soufre, mais j'ai du sulfure d'antimoine, par exemple. Ce qui veut dire ion soufre plus ion antimoine. C'était peut-être ça votre question? Pas tout à fait? Il y a d'autres choses que vous voulez que je réponde ou il y en a un peu plus que ce que vous m'avez demandé? Oui. Il formera. Après, il devient ou on obtient, enfin vous mettez le mot que vous voulez. Donc 3 choses. Obéir à la règle de l'octet, gagner 2 électrons, former l'ion S2-. Alors, je démontre maintenant S2- pour ceux qui veulent faire par le calcul, avec la même idée que j'ai fait pour les autres. C'est-à-dire, le nombre d'électrons de l'ion fluor, c'est les 16 électrons qu'il avait au départ, plus les 2 qu'il a gagnés. Donc, dans l'ion fluor, j'ai 18 électrons, c'est-à-dire 18 charges négatives. Le nombre de protons, ben ça, c'est pas un problème, parce qu'on l'a calculé dans la première question, c'est 16. Ça veut dire que l'ion fluor contient 16 protons comme l'atome de fluor, 16 charges positives. Je fais 18- et 16+, et quand j'additionne les deux, 18- et 16+, ça me fait bien les 2 charges négatives que j'ai mises ici. Ah, une petite remarque. C'est vrai qu'on m'a posé la question, mais c'était l'année dernière. J'ai pris l'habitude, quand je fais le calcul, d'entourer les charges. Pour bien comprendre que ce n'est pas des additions ou des soustractions. Mais ce n'est pas du tout une obligation. C'est pour ça que ici, la charge moins, je ne l'ai pas entourée. C'est juste pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas de signes au sens mathématique. C'est des signes au sens électrique. Voilà pour les ions. À la fois pour le cours et
et à la fois pour comment dirais-je, la résolution d'exercices. Alors, bien évidemment, je peux rajouter des choses comme on a fait dans l'autre paragraphe. C'est-à-dire, je peux vous demander de calculer la masse d'un atome de soufre ou la masse d'un ion de soufre avec la formule habituelle. Je peux vous dire que, je ne sais pas, moi j'ai 150 grammes de soufre, combien ça fait d'atomes. Donc, mélanger un petit peu toutes mes applications. Mais pour ce qui concerne les ions, je ne vous en demanderai pas plus que ça. Il reste des questions? Non? Alors, on va passer au paragraphe 6. Après les ions, les molécules. Et c'est un paragraphe qui va être plus long, parce que je vous ai dit que dans la nature, il y a quand même beaucoup plus de molécules que d'ions. Ça y est, tout le monde y est. Alors, il y en a certains parmi vous qui... Ah non, c'était pas vous. Pardon. Qui m'avaient posé la question, voilà, on travaille sur la règle de l'octet, on travaille sur les ions, et on dit bien qu'un atome peut gagner entre 1 et 3 électrons, ou en perdre entre 1 et 3 électrons. Et donc la question qui se posait, c'est lui. Mon atome de carbone. Mon atome de carbone avec un nombre d'électrons qui est égal à Z, qui est égal à 6, c'est-à-dire un noyau, la couche K avec ses 2 électrons habituels, et j'ai donc 4 électrons à disposer sur ma couche périphérique. 4 électrons dont on sait qu'ils sont célibataires en appliquant la 5e loi de Pauli. Et là, je suis embêté. Enfin, c'est pas moi, hein, c'est lui qui est embêté. C'est embêté parce qu'il peut gagner 3 électrons au grand maximum. S'il gagne 3 électrons à partir de 4, ça fait 7 électrons. Ça ne fait pas 8. Donc il ne peut pas gagner assez d'électrons. On peut dire après qu'il va se laisser prendre ses électrons. Sauf qu'on a vu qu'on pouvait aussi perdre au maximum 3 électrons. Donc si j'en enlève 3, il en reste quand même un. Ce qui fait que ma couche périphérique, elle n'est pas complète. L'atome de carbone fait partie du petit nombre d'atomes, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui ne peut pas former d'ion. Et ceux qui font partie de ce groupe qui ne peut pas former d'ion, eh ben, là je reviens sur mon tableau périodique. Vous vous rappelez, hein, tableau périodique, je mets dans une même colonne les électrons qui ont le même nombre d'électrons, pardon, les atomes qui ont le même nombre d'électrons sur la couche périphérique. Et on notera un peu plus tard, ce nombre d'électrons, c'est le numéro de la colonne. L'atome de carbone appartient à la colonne numéro 4. Tous les atomes qui appartiennent à la colonne numéro 4, le silicium, le germanium, l'étain et le plomb, tous ces atomes-là ont 4 électrons sur la couche périphérique. Et donc tous ces atomes-là ont le même problème d'avoir trop d'électrons et pas pouvoir en perdre assez, ou de ne pas avoir assez d'électrons, mais pas pouvoir en gagner suffisamment pour arriver à 8. Et il n'y a que cela. Oui. Après, c'est ce que je vous décrivais comme étant un rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut qu'un atome ait suffisamment de force pour aller piquer les électrons chez quelqu'un d'autre. La difficulté, c'est que plus vous avez d'électrons à prendre, plus vous épuisez votre force. Et si je prends, je ne sais pas, l'atome de phosphore, par exemple, qui doit prendre 3 électrons, le premier, il le prend facilement. Le deuxième, c'est déjà un peu plus dur. Le troisième, ça devient très dur. Et au bout du troisième, il n'y a plus assez de force pour arracher un électron à un autre atome. Ça bloque. Et ça s'applique à tous les atomes. Pour arriver à arracher 3 électrons, il faut vraiment qu'au départ, on ait beaucoup de force. Et après, ça s'épuise au fur et à mesure. Vous verrez ça l'année prochaine. On caractérise cette force en parlant d'électronégativité. L'électronégativité, ça veut dire que les électrons sont chargés négativement, donc c'est la force négative d'attraction des électrons.
Et donc, on peut mesurer cette force. D'autres questions par rapport à ça? Alors, la difficulté dont je vous parlais, c'est que lui, il ne peut pas faire d'ion. Mais comme tous les atomes, il doit obéir à la règle de l'octet. Donc, il doit récupérer ses électrons quand même. Et sa solution, c'est ce qu'on appelle la liaison covalente. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison covalente? C'est je rentre en contact avec un autre atome, mais finalement, quelque part, comme je disais à votre camarade, je n'ai pas assez de force pour lui piquer son électron. Eh bien, si on n'a pas assez de force pour arracher un électron, on va faire ce que j'appelle un pot commun. C'est-à-dire que les deux atomes vont se coller au niveau de leur électron célibataire. L'exemple le plus simple ici, c'est une liaison qui est vraiment très très présente dans notre corps, quasiment. Ça représente, je ne sais pas, j'exagère peut-être, mais au moins 60% des liaisons chimiques qu'il y a dans notre corps, c'est l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone. L'atome d'hydrogène, il a clairement un électron, donc l'atome d'hydrogène, c'est facile. Il y a le noyau et il y a un électron. Et donc l'atome d'hydrogène, il fait partie des 5 exceptions où la couche périphérique, c'est la couche K, et donc la couche K étant complète avec 2 électrons, lui, l'atome d'hydrogène, il a besoin que d'un électron. Et un peu comme l'atome de carbone, l'atome d'hydrogène, c'est un atome qui n'est pas très fort. Arracher un électron, il peut y arriver, mais il faut vraiment qu'en face, l'atome soit très très faible. Il peut aller arracher un électron à des atomes, comme on a vu lundi, du lithium, du sodium, du potassium, qui sont des atomes qui perdent l'électron très facilement. Mais autrement, il est trop faible pour prendre ça. Qu'est-ce que va faire mon atome d'hydrogène? Eh bien, si je mets en présence dans mon flacon du carbone et de l'hydrogène, ils vont se rapprocher et l'atome d'hydrogène va aller se coller, par exemple, ici. On est bien d'accord? Ce serait là, là ou là, c'est pareil. Vous vous rappelez que ces trucs-là, ça tourne très vite. Donc, savoir lequel électron, c'est un peu au hasard. Il va venir faire un choc là. Il essaye de piquer l'électron, il n'y arrive pas. Mais lui, il essaye de piquer l'électron, et l'atome de carbone aussi essaye de piquer l'électron d'hydrogène. Donc les deux sont en train de tirer. Et quand les deux sont en train de tirer, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont rester accrochés. C'est-à-dire que mon atome d'hydrogène, il va venir se placer là. Il met son électron à côté de l'autre, parce que c'est comme ça que les ions récupèrent leur électron. Il met son électron à côté de l'autre, mais il n'arrive pas à partir. Et donc, du coup, mes deux atomes vont rester côte à côte. On a créé ce qu'on appelle une liaison chimique. Le terme technique, c'est une liaison covalente. L'atome de carbone et l'atome d'hydrogène vont rester en permanence collés ensemble en partageant ce doublet. C'est ce que j'appelle la mise en commun d'un électron célibataire. Pour l'atome d'hydrogène, ça va bien. Il a ses 2 électrons sur la couche périphérique, il obéit à la règle de l'octet. Pour l'atome de carbone, c'est mieux que tout à l'heure. Mais ce n'est pas encore génial. Il lui en manque encore 3. Par contre, il lui en manque que 3. Donc on peut imaginer par exemple que pour les 3 autres électrons, il a les piqué ailleurs. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que mon carbone soit en présence d'hydrogène et qu'il y ait suffisamment d'hydrogène pour en mettre un ici, un troisième ici, je vais avoir les problèmes pour le quatrième, et un quatrième ici. Et là, mes 4 atomes d'hydrogène sont contents parce qu'ils ont leur couche périphérique complète avec les 2 électrons, et mon atome de carbone est enfin content parce qu'il a ses 8 électrons. C'est pour ça que je parle de mise en commun, c'est que les électrons du doublet électronique qu'on a fabriqué, ils appartiennent aux 2 atomes. Je n'ai pas eu d'échange d'électrons, j'ai eu une mise en commun de ressources. Et là, on a fabriqué ce qu'on appelle une molécule. Et cette molécule-là, alors je ne sais pas si vous l'avez vu au collège, mais c'est la molécule, alors on va voir bien sûr un paragraphe pour expliquer comment on ne retrouve pas, c'est la molécule qu'on appelle CH4, c'est du méthane, autrement dit tous ceux d'entre vous qui ont une cuisinière à gaz, avec le gaz de ville, ils utilisent ça. C'est vraiment un corps gazeux qui est très très présent. C'est un dérivé. C'est quelque chose qui vient souvent avec le pétrole.
Alors là, je m'éloigne de mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez bien compris le principe? Ouais, c'est bon pour tout le monde? Allez, on va mettre ça par écrit. Donc c'est une définition. Et donc vous notez les atomes. C'est une définition. Les atomes qui possèdent 4 électrons. Les atomes qui possèdent 4 électrons sur leur couche périphérique. Les atomes qui possèdent 4 électrons sur leur couche périphérique ne peuvent pas former d'ion. Ne peuvent pas former d'ion. Pour obéir à la règle de l'octet, ne peuvent pas former d'ion. Pour obéir à la règle de l'octet, ils vont partager, pour obéir à la règle de l'octet, ils vont partager leurs électrons célibataires, ils vont partager leurs électrons célibataires avec d'autres atomes. Ils vont partager leurs électrons célibataires avec d'autres atomes. Pardon? Leurs électrons célibataires avec d'autres atomes. Donc ça, c'était l'explication. Maintenant, quelque part, la définition elle-même. On appelle liaison covalente. Je vous ai mis covalente au tableau. On appelle liaison covalente entre deux atomes. On appelle liaison covalente entre deux atomes. La mise en commun, liaison covalente entre deux atomes, la mise en commun d'un électron célibataire. La mise en commun d'un électron célibataire par atome. La mise en commun d'un électron célibataire par atome. Pour former un doublet électronique, la mise en commun d'un électron célibataire par atome. Pour former un doublet électronique qui appartient aux deux atomes. Pour former un doublet électronique qui appartient aux deux atomes. Qui appartient aux deux atomes. Ce qui est important dans liaison covalente, c'est le mot liaison. Les deux atomes sont reliés. Si j'ai mon carbone qui s'en va, j'ai l'atome d'hydrogène qui va suivre. Ça fait un groupe. Et ce système-là permet d'obtenir les milliards de milliards, enfin pas les milliards de milliards, les centaines de milliards de molécules différentes qui existent. Ce qui veut dire qu'en fait, si je vous parle de centaines de milliards de molécules, vous imaginez bien que il n'y a pas que ces 7 atomes-là qui vont faire le travail. Les 6 qui sont au tableau périodique, et puis le 7e qui est ici, 8, 7, 16, 15, 14, je ne sais pas lequel c'est le 14. Le 13 c'est l'ionium, le 14, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas que les atomes à 4 électrons célibataires qui vont former des liaisons covalentes. Tous les atomes qui ont besoin d'électrons pourront former des liaisons covalentes. La preuve, l'hydrogène. Il n'avait pas besoin de 4 électrons, l'hydrogène.
Et je viens bien de vous montrer que l'atome d'hydrogène peut faire aussi des liaisons covalentes. Donc, dans mon système, je peux faire ça avec d'autres atomes. Alors, avant de le voir, deuxième définition pour la molécule. Donc, une molécule est un ensemble d'atomes. Une molécule est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes. Une molécule est un ensemble d'atomes reliés par des liaisons covalentes de manière à ce que, reliés par des liaisons covalentes, de manière à ce que chaque atome, relié par des liaisons covalentes, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Et là, je vous demande de bien faire attention à ma définition, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Autrement dit, quand vous dessinez une molécule, parce que mes applications, ça va être comme pour les ions, ça va être de dessiner. Quand vous dessinez une molécule, il ne faut plus qu'il y ait dans cette molécule d'électrons célibataires. Il doit y avoir que des doublés électroniques. Puisque chaque atome obéit à la règle de l'octet, ça veut dire que chaque couche périphérique est complète, et les couches périphériques, quand elles sont complètes, c'est soit 2, soit 8 électrons. Donc de toute manière, c'est des doublés. Et quand je regarde tous mes atomes, ils auront donc soit 2, soit 8 électrons en fonction de leur couche périphérique. 2 si c'est la couche K, 8 si c'est les autres. Si vous faites un dessin de molécule et qu'il reste un électron célibataire, arrêtez votre exercice, recommencez votre molécule, vous êtes trompé quelque part. Forcément. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le principe? Vous me dessinez ma molécule de méthane? Puis après, on va faire d'autres exemples. Ça va être un peu juste, les autres exemples. Oui. Oui. Vous avez ce qu'on appelle des molécules ioniques. Je pense par exemple à l'ion nitrate, NO3-, à l'ion sulfate, SO4-, qui sont vraiment les deux ions les plus connus. Mais ça, par contre, ce ne sera pas notre programme. Nous, on travaillera soit les ions qui sont avec des atomes, comme on l'a fait au paragraphe précédent, soit les molécules. Mais le lien entre les deux, on ne fera pas cette année. C'est bon, tout le monde a fini? Alors, maintenant ceci. C'est-à-dire comment on fabrique le symbole de la molécule. Donc, définition suivante. Le symbole d'une molécule. Le symbole d'une molécule se constitue ça doit s'écrire comme ça, en juxtaposant ouais, ça doit être ça, se constitue en juxtaposant
les symboles des atomes en juxtaposant les symboles des atomes qui la constituent. En juxtaposant les symboles des atomes qui la constituent. Et en ajoutant les symboles des atomes qui la constituent, et en ajoutant en bas et à droite. Et en ajoutant en bas et à droite de chaque symbole, et en ajoutant en bas et à droite de chaque symbole, le nombre d'atomes, et en ajoutant en bas et à droite de chaque symbole, le nombre d'atomes de cette sorte, présent dans la molécule. Le nombre d'atomes de cette sorte présent dans la molécule. Juxtaposer. C'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire tout simplement mettre côte à côte. Donc ici, je vous ai donné la solution. Ma molécule qui est là, c'est pour ça que vous la dessiniez. Il y a donc au centre un atome de carbone. Autour, il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc mes symboles de molécule, c'est C pour le carbone et H pour l'hydrogène. Donc le symbole de ma molécule est écrit en juxtaposant les deux symboles. Donc je mets côte à côte le symbole du carbone et le symbole des hydrogènes. Et j'ajoute en bas et à droite le nombre d'atomes de cette sorte qui est présent dans la molécule. J'ai un atome de carbone, je mets C1. J'ai 4 atomes d'hydrogène, je mets H4. Et on retrouve pour les molécules la même idée que je vous ai donnée pour les ions, à savoir que le chiffre 1, on ne l'écrit pas. Parce que si je mets le symbole C, ça veut dire qu'au moins j'ai un atome de carbone. Donc, au lieu d'écrire C1H4, j'écris CH4 comme je l'ai fait en bas. Mais attention, je vous ai dit qu'on juxtapose le symbole des atomes. J'ai juste dit ça. C'est-à-dire que si vous m'écrivez ceci, ça marche. Ce n'est pas une obligation que les atomes soient dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre inverse. Vous mettez les deux symboles côte à côte et vous mettez en bas et à droite le nombre d'atomes de cette sorte présents dans la molécule. Donc ça peut se faire dans l'ordre que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il y a un ordre qui est imposé par l'habitude. Le méthane, si vous parlez de méthane à un chimiste, il vous dira CH4. Il ne vous dira jamais H4C. Tout en reconnaissant qu'écrire A4C, finalement, on a le droit. On a parlé plusieurs fois de la molécule d'eau. Vous vous souvenez de la molécule d'eau? C'est quoi son symbole? Oui, H2O. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en suivant ce que je viens de vous dire là? Oui. Voilà, ma molécule d'eau, il y aura 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et on dessinera ça vendredi. On s'arrête.